Midi sur BFM, je suis ravie de vous retrouver. On va passer une année ensemble tous les week-ends, bien évidemment. Je dis on parce que bien évidemment, il y a une équipe derrière moi et il y a Mathieu Couache qui nous rejoindra dès le 12 septembre. Soyez les bienvenus. Voici le programme qui vous attend aujourd'hui avec à la une cette question. Que s'est-il passé au petit matin à Évreux dans l'Eure? Une altercation aux abords d'un bar du centre-ville a fait 1 mort et 5 blessés. Nous serons sur place dans un instant. On attend la prise de parole imminente du maire de la ville, Guy Lefranc. Les explications de notre service police-justice dans quelques minutes avec Maxime Cléruza en plateau. À 8 jours du fameux vote de confiance à l'Assemblée nationale initié par François Bayrou, la rentrée politique bat son plein. Depuis la foire agricole de Châlons-en-Champagne, Jordan Bardella érige le RN comme gage de stabilité. Étape sur ses accords de second tour, dit-il, aux dernières législatives qui ont créé cette instabilité ambiante. Le PS, lui, se prépare pour l'après-Bayrou depuis Blois et va annoncer son contre-budget. Les efforts et les espoirs diplomatiques de Donald Trump et des Européens douchés la nuit dernière par les vagues de bombardements russes. Encore une fois, et 2 semaines après la rencontre Trump-Poutine en Alaska, la Russie frappe intensément l'Ukraine. Cette fois, c'est le sud-est et notamment la région de Zaporijia qui a été frappée. Le compte-rendu de Pierre Barbin, notre envoyé spécial à suivre, il nous parle, Pierre, de 582 drones et missiles envoyés sur l'Ukraine la nuit dernière. Que s'est-il passé la nuit dernière du côté d'Évreux dans l'Eure? On parle d'une altercation meurtrière. Il y a 1 mort et 5 blessés. Ça s'est passé aux abords d'un bar dans le centre-ville d'Évreux. Maxime Cléruza, bonjour à vous. Expliquez-nous ce qui s'est passé la nuit dernière. Oui, il est 4 heures du matin lorsqu'une altercation éclate entre une jeune femme et plusieurs hommes. Nous nous trouvons, vous l'avez dit, à Évreux, en plein centre-ville, à l'intérieur d'un bar de nuit. Cette altercation éclate et à ce moment-là, eh bien, les videurs ainsi que le gérant de l'établissement décident de faire sortir l'ensemble des clients du lieu. L'ensemble des clients donc qui se retrouvent sur le trottoir pour une partie ainsi que sur la route, une centaine au total. Et c'est à ce moment-là qu'un homme décide de prendre son véhicule, une Peugeot, et de foncer délibérément en marche arrière et à toute vitesse sur la foule, faisant, vous l'avez dit, 1 personne décédée ainsi que 5 victimes, 2 en urgence absolue, 3 en urgence relative. Maxime, on parle bien d'un acte délibéré, c'est ça? On va voir d'ailleurs à l'écran, on va découvrir ce que nous a dit le procureur de la République d'Évreux. On va regarder, une personne serait allée chercher un véhicule, aurait reculé délibérément à grande vitesse, en marche arrière dans la foule qui était à l'extérieur. Donc on évacue la piste terroriste. Oui, le procureur avec qui j'ai pu m'entretenir par téléphone évacue complètement la piste terroriste. Il me parle d'un acte délibéré. Tous les propos que je vous rapporte ici ce midi, eh bien, sont les propos qui ont été rapportés par les témoins de la scène. Donc il s'agit des premières déclarations qui resteront à confirmer puisque 3 personnes ont d'ores et déjà été placées en garde à vue dans cette affaire. Alors une enquête a été ouverte, elle a été confiée à ? Oui, elle a été confiée au commissariat d'Évreux, une enquête de flagrance ouverte pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire. Une enquête donc qui va durer. 3 personnes, je vous le disais, ont été placées en garde à vue. Une garde à vue qui peut durer jusqu'à 48 heures et à l'issue desquelles, eh bien, le procureur de la République n'exclut pas de tenir un point presse pour donner un peu plus d'éléments sur ce qu'il s'est passé la nuit dernière dans ce bar de nuit. Un point presse donc du procureur de la République d'Évreux. Il y aura aussi une prise de parole du maire de la ville, Guy Lefranc, qui est attendu. Et bien évidemment, vous serez là, Maxime, puisqu'on attend cette prise de parole imminente. En attendant, vous le savez, c'est le rendez-vous incontournable de ce week-end, la foire de Châlons-en-Champagne. On est dans la Marne, c'est le 2e rendez-vous agricole du pays. Il y a eu François Bayrou hier qui a inauguré ce rendez-vous. Et c'est Jordan Bardella qui fait également sa rentrée politique. Bonjour Sophie Dupont, ravie de vous retrouver. Un Jordan Bardella qui s'est érigé, on l'a entendu encore une fois, en étendard de la stabilité, qui nous dit, nous on a des propositions, et qui dit aussi que c'est pas la dissolution qui a créé l'instabilité. Oui, tout à fait. C'est exactement ce qu'on peut retenir de sa prise de parole de Jordan Bardella qui, pour l'heure, continue sa déambulation ici à la foire de Châlons depuis 1 heure. Accueil très favorable pour le président du RN, car il faut le dire, il y a beaucoup de militants qui sont présents, qui sont venus avec leurs livres et qui réclament donc des selfies et des dédicaces pour ce rendez-vous qui est habituel pour Jordan Bardella, car c'est la 4e année consécutive qu'il fait sa rentrée ici. Mais cette rentrée aujourd'hui pour Jordan Bardella, elle intervient, vous l'avez dit, au lendemain de la venue de François Bayrou et du Premier ministre. Il en était question de la sortie de véhicules
véhicule du président du Rassemblement national, alors que le RN a d'ores et déjà annoncé voter contre la confiance à François Bayrou. Jordan Bardella, il met la pression aujourd'hui sur Emmanuel Macron. Il l'incite à une nouvelle dissolution. Écoutez. Moi, je suis venu dire aujourd'hui à nos compatriotes que la stabilité des institutions, la stabilité du pays est possible. Mais qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir sont des facteurs d'instabilité, tant les politiques qu'ils mènent et les choix qu'ils ont faits sont contestés par les Français. Et il est évident que dans la situation actuelle, je ne vois aucune autre solution que de se tourner vers les Français. On ne peut pas tenir 2 ans comme cela. Et alors que le chef de l'État semble pour l'instant exclure cette hypothèse, Jordan Bardella répond ne pas le vouloir, ne veut pas dire qu'il n'y sera pas contraint. Le RN qui veut d'ailleurs se montrer prêt. Il y a une réunion qui a été convoquée lundi après-midi au siège du parti afin de se préparer à des futures législatives au cas où, comme souvenez-vous-en avec le plan Matignon lors des élections européennes. Jordan Bardella qui a été aussi interrogé pendant sa déambulation par un militant qui lui demandait s'il se préparait à l'élection présidentielle. Jordan Bardella qui a esquivé. Avant cela, il y a les municipales et peut-être des législatives, a-t-il répondu. Grand merci Sophie, intéressant que cette demande, on va la décrypter ensemble aussi puisqu'Anthony Lebeau c'est là, Maurice Safran est là aussi. Merci d'être là, on va décrypter tout ce qu'a dit ce matin le patron du Rassemblement national, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Mais avant cela, faisons un petit tour par Évreux puisqu'il y a eu cette altercation meurtrière, je vous en parlais la nuit dernière, 1 mort et 5 blessés. Vous êtes sur place à Évreux, Jeanne Daudet, et vous êtes avec le maire de la ville, Monsieur Lefranc. Oui, effectivement, on est avec le maire d'Évreux. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions, monsieur le maire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé cette nuit en plein cœur d'Évreux, cette altercation qui a viré au drame? A priori, vers 4 heures du matin, une bagarre a éclaté au sein d'un établissement, le Winery, qui d'ailleurs aurait dû être fermé dès 1 heure du matin s'il respectait les consignes qui lui ont été données. Et à la suite de cette bagarre, il semble qu'une voiture ait foncé délibérément sur la foule, tuant une personne et en blessant gravement plusieurs autres. Je suis en contact permanent avec mon adjoint à la sécurité, Nicolas Gavard, auprès du préfet, auprès de la police. Il semble que des gardes à vue viennent d'avoir lieu. Et encore une fois, j'ai une totale confiance dans les forces de l'ordre. Ce sont les forces de l'ordre et les forces de sécurité qui ont évité que ça ne dégénère cette nuit. Grâce à eux, il n'y a pas eu de débordement. Et je m'en remets évidemment à la police et à la justice pour régler ça au mieux. Les gardes à vue, qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous savez si le conducteur ou la conductrice de la voiture a été interpellé? Je ne sais pas pour l'instant. Je crois que c'est le rôle de la police et je ne veux surtout pas interférer dans le travail de la police qui mène un travail difficile. Si la police avait des moyens suffisants, il pourrait faire respecter les horaires de fermeture à 1 heure du matin. Malheureusement aujourd'hui, tant l'État local, la préfecture que nous-mêmes, nous déplorons le manque d'agents de sécurité, notamment au niveau des forces de l'ordre nationales. Est-ce qu'on en sait plus sur l'état des blessés, 5 blessés, donc plusieurs en urgence absolue? Est-ce que vous en savez un peu plus? Ils ont été conduits à l'hôpital d'Évreux. D'après les dernières informations que j'ai, 2 sont toujours en urgence absolue. Et donc nous suivons cela évidemment de très près. Et là aussi, l'hôpital d'Évreux est un hôpital de grande qualité. Nous leur faisons totalement confiance. Je rebondis sur ce que vous disiez. Vous parliez de l'établissement en lui-même, dont il a l'air de ne pas respecter notamment les horaires de fermeture. Est-ce que c'est un établissement qui est défavorablement connu de vos services? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cet établissement, de ce bar de nuit? Oui, c'est un établissement de nuit qui n'est pas une boîte de nuit, donc qui doit fermer, comme tout ce type d'établissement, à 1 heure du matin. Il ne respecte jamais les horaires de fermeture. Il s'en vante même, puisque n'hésitant pas à faire de la publicité pour expliquer qu'ils sont ouverts tard dans la nuit. C'est un établissement défavorablement connu. La préfecture le sait, nous le savons. Et malheureusement, malgré les nombreuses injonctions qui lui ont été faites, il a continué à ne rien respecter. Le gérant du Winery est aujourd'hui largement responsable de ce qui s'est déroulé. Vous êtes en colère contre lui aujourd'hui? Bien sûr, je lui en veux parce que nous le savons tous, il le sait. J'ai eu l'occasion de le rencontrer personnellement, mes services lui ont écrit régulièrement, les services de l'État le suivent et malgré tout, il continuait à faire ce qu'il voulait, n'importe quoi. Nous en payons largement les conséquences aujourd'hui. Après, qu'est-ce qu'on sait de l'altercation en elle-même, car ce sont 2 choses décorrélées. Qu'est-ce qu'on sait de cette altercation qui a conduit à ce drame la nuit dernière? Il y a beaucoup de rumeurs qui courent. Et pour l'instant, la police et la justice n'ont pas pu me confirmer ce qu'il en était exactement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous avez entendu donc les quelques informations que l'on a sur cette altercation qui a viré au drame avec une personne qui a ensuite foncé visiblement délibérément dans la foule, provoquant 1 mort et 5 blessés, dont 2 en urgence absolue aujourd'hui.
Merci Jeanne Daudet en direct d'Évreux et merci à Baptiste Keïta qui était à vos côtés pour interviewer le maire. Le maire qu'on sent, Maxime Cléruza, assez en colère contre le ténoncier de cet établissement qui évacue aussi, on l'a dit, la piste terroriste. Maintenant, l'enquête va suivre son chemin. On attend la prise de parole du procureur de la République. Une enquête confiée à... Une enquête confiée au commissariat d'Évreux. En fait, tout l'intérêt de cette enquête va être de faire la lumière sur ce qui a conduit au conducteur du véhicule à foncer délibérément sur cette foule d'une centaine de personnes. Est-ce qu'il faisait partie de l'altercation qui a eu lieu à l'intérieur de l'établissement? Est-ce qu'il souhaitait viser quelqu'un ou plusieurs personnes même en particulier? C'est ça, c'est ces questions sur lesquelles les enquêteurs vont devoir faire la lumière. Le maire de l'établissement le dit aussi très justement. Est-ce que cet établissement avait le droit d'être ouvert aussi tard? L'édile parle du fait que l'établissement devait rester ouvert jusqu'à 1 heure maximum. Effectivement, en consultant les sites internet de cet établissement, les réseaux sociaux, il se vante d'être un bar de nuit, de fermer jusqu'à 4 heures du matin. Est-ce qu'il avait effectivement la licence pour? Les enquêteurs devront là aussi faire la lumière là-dessus et ensuite anticiper ou non, en tout cas tenter de voir si le gérant de l'établissement pourrait être condamné pour ne pas avoir respecté ces règles, auquel cas il devait fermer à 1 heure, en sachant que l'altercation a bien eu lieu à 4 heures du matin. Merci pour ce point très complet, Maxime. Je vous le disais, c'est le deuxième rendez-vous agricole en France, cette foire de Châlons en Champagne, dans la Marne, inaugurée hier par François Bayrou, le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est Jordan Bardella qui s'y est rendu sur ce salon agricole. Et on va l'écouter, Jordan Bardella. Il tape, bien évidemment, comme il le fait depuis cette semaine, sur l'exécutif. Écoutons-le, écoutons bien ce qu'il a à dire. Donc je ne suis pas certain que derrière ces accords politiciens, on pense à l'intérêt des Français. Nous, on pense à l'intérêt des Français. Et je crois qu'aucune des mesures que nous portons soit dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est de laisser le pays sur cette pente et de laisser les gens qui sont au pouvoir depuis 30 ans détruire notre pays. Et pour en parler, Maurice Safran est là. Bonjour mon cher Maurice, Anthony Lebos du service politique de BFM TV. Bonjour. Ravi de vous retrouver, Anthony. On a l'impression, Anthony, je commence par vous, allez hop. Priorité à la jeunesse, qu'il y a un double jeu du Rassemblement national. On veut la dissolution, on veut pas la destitution parce qu'on se dit garant un peu des institutions. C'est la phrase, la position que répète Jordan Bardella depuis quelque temps, depuis une dizaine de jours maintenant. Oui, et d'ailleurs, il y a quelques jours, cette semaine, lors d'un journal de 20 h, il a dit c'est soit la dissolution, soit la démission. Certes, il veut pas la destitution, mais il dit qu'au fond, le problème de cette impasse, la cause de ce chaos, c'est Emmanuel Macron. Et il faudrait soit une dissolution, soit une démission du président de la République pour régler ce chaos institutionnel et politique. Dissolution, bon, pour l'instant, c'est quand même balayé par le chef de l'État. Hier, la question lui a été posée, il a dit que c'était de la politique fiction. Et on a vu quand même... Dissolution ou démission? Vous avez dit dissolution. Dissolution, il a évacué aussi le sujet. Et démission, j'y viens. Il dit ceci, le chef de l'État, il dit le mandat qui m'a été confié par les Français sera exercé jusqu'à son terme, n'en déplaise à ceux qui ont été défaits. En déplaise à ceux qui ont été défaits, Marine Le Pen évidemment, ou encore Jean-Luc Mélenchon, voilà les deux qui demandent la démission du chef de l'État. Donc pour l'instant, ces deux options qui sont demandées par le Rassemblement national sont pour le moins balayées par le chef de l'État. Quelles sont les causes de cette instabilité, Maurice? Est-ce que vous dites, vous, c'est la dissolution, ou vous dites, comme Jordan Bardella ce matin depuis la foire de Châlons en Champagne, c'est ces accords de second tour au moment des législatives qui ont créé l'instabilité ambiante? C'est initialement la non-majorité après l'élection présidentielle de 2022, déjà, qui crée c'est quasiment la première fois qu'en Ve République, un président qui vient d'être élu a une majorité relative aussi faible. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, on va revenir inlassablement pendant des années sur la dissolution de 2024 qui reste... Qui avait surpris tout le monde, on s'en souvient, même Gabriel Attal lui-même. Personne, y compris... quand on interroge les plus proches d'Emmanuel Macron en politique ou hors politique, ils ne comprennent toujours rien, mais rien à cette décision. Donc ça, c'est et puis tout de Gérard Larcher à Gabriel Attal. Non, mais même parmi les conseillers les plus proches, parmi les quelques amis, parmi les gens qu'on connaît depuis longtemps auprès d'Emmanuel Macron, en réalité, ils sont incapables de donner la moindre explication cohérente. Donc toute la suite découle de ça. Et puis là, ce qui est intéressant dans ce que dit Bardella, c'est qu'il se pose comme seul pôle de stabilité de la vie politique française. Les gauches ne sont d'accord sur rien, sont en bagarre sur tout. Le pôle central est totalement divisé. Donc aujourd'hui, Bardella explique que la stabilité de la vie politique française, c'est le Rassemblement national.
Mais parce qu'il pense justement qu'il peut avoir une majorité absolue s'il y a une nouvelle dissolution, de nouvelles élections législatives, chose qui ne s'est pas produite parce qu'il y avait des désistements, on s'en souvient, entre les deux tours lors des dernières élections législatives de 2024. On va continuer d'en parler. Noir c'est noir, disait la chanson de Johnny Hallyday, souvenez-vous. Ça pourrait être la BO de cette rentrée politique et sociale. Car cette rentrée, Julien Migaud-Müller, elle ne concerne pas que les partis politiques, mais il y a aussi les syndicats, l'opinion publique qui, d'ailleurs, a plusieurs rendez-vous. Le calendrier va être marqué par de nombreux rassemblements pendant ce mois de septembre. Exactement, Anne. Plusieurs dates à retenir. Regardez déjà, il y a le mercredi 10 septembre avec la journée Bloquons tout, une mobilisation qui est née sur les réseaux sociaux, qui a reçu le soutien de la gauche politique. En premier lieu, la France Insoumise qui appelle à la grève générale. Le message passé, c'est quoi? Eh bien, c'est rassemblement, blocage ou encore opération péage gratuit. Autre date à retenir, regardez, le 18 septembre avec un appel un petit peu plus officiel à la grève et aux manifestations, cette fois-ci lancé par l'ensemble des syndicats. Alors pourquoi cette date du 18 septembre? C'est un jeudi, eh bien parce que paraît-il que le jeudi, c'est la CGT qui le dit, serait une journée, je les cite, beaucoup plus favorable pour la mobilisation. Mais ça pourrait en réalité débuter un petit peu plus tôt que le 10 et le 18, car la CGT du secteur des mines et des énergies appelle à cesser le travail dès le 2 septembre, c'est-à-dire mardi prochain. Julien, quels sont les secteurs qui devraient se mobiliser? Côté rail, déjà, Sudrail appelle à la grève dès le 10 septembre. Dans son viseur, il y a la suppression envisagée de 2 jours fériés, mais aussi 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour le réseau ferré. C'est ce qu'ils réclament. La CGT et l'UNSA, de leur côté, n'ont pas encore tranché. Dans les airs, le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens fera grève le 18 septembre, mais il y a aussi un appel à la grève et au blocage des aéroports dès le 10 septembre. Enfin, les taxis ont décidé de reporter la mobilisation qui était prévue en vue d'une probable chute du gouvernement le 8 septembre. Le secteur de la santé, on nous dit qu'il devrait être impacté lui aussi, Julien. Exactement. L'intersyndicale des pharmaciens, regardez, prévoit une fermeture des officines le 18 septembre, puis tous les samedis à compter du 27 septembre prochain. Dans les hôpitaux de Paris, la PHP, eh bien, il y aura des assemblées générales pour décider ou pas s'il y aura une grève début septembre. Enfin, que va-t-il se passer du côté des écoles? Eh bien, regardez, l'Union syndicale lycéenne appelle à faire des blocages, à bloquer les collèges, les lycées à partir du 10 septembre, et cela dans la durée, tout comme les étudiants de l'UNEF pour les universités. Enfin, quant aux enseignants, les professeurs, eh bien, les syndicats vont se réunir ce mercredi pour décider ce qu'ils feront. Aucune décision pour le moment n'a été prise. Un grand merci à vous, Julien Migaud-Müller. On va continuer d'en parler avec Axel Persson. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat CGT. Cheminots de Trappes et Rambouillet dans les Yvelines. Il le disait, Julien Migaud-Müller, Sudrail appelle à la grève le 10 septembre. La CGT n'aurait pas encore tranché. Vous appelez vous aussi à tout bloquer? Oui, la Fédération CGT des cheminots, à partir du 10 septembre, appelle l'ensemble des cheminots du pays à cesser le travail, donc à se mettre en grève et à organiser l'Assemblée générale le 10 septembre et ensuite décider des suites qui vont s'imposer. Puisqu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se décider au lendemain du 10, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour la CGT des cheminots, au niveau national, je parle bien au niveau national, il y a bien un appel à la grève pour le 10 septembre dans toutes les entreprises ferroviaires du pays. Qu'est-ce que vous répondez? On avait Isabelle Florennes qui était sénatrice MoDem sur plateau du live tout à l'heure, qui disait encore un appel à bloquer le pays, à embêter les Français qui ont d'autres préoccupations. Il y a la rentrée scolaire, il y a ces préoccupations liées au pouvoir d'achat. On sait que c'est dur quand on revient de vacances, quand on nous parle encore de l'inflation, même si, par exemple, sur le prix des fournitures, ça a un peu baissé, cette inflation. Mais ils ont d'autres préoccupations et elles vous en voulaient un peu en disant, ça y est, on va encore assister à une grosse journée de blocage là. En fait, ce que dit une sénatrice du camp gouvernemental et qui représente notre patronat me laisse complètement indifférent. Mais et ensuite, ce que je tiendrais à souligner, parce que ce n'est pas le camp social qui nous intéresse, ces gens-là. Et en revanche, ce que je peux dire, c'est que ce qui préoccupe l'immense majorité du monde du travail, et pas que le monde du travail, parce que je compte aussi dedans les retraités, mais aussi y compris par exemple des travailleurs privés d'emploi ou même la jeunesse, ce qui préoccupe énormément, c'est les attaques qui sont contenues dans le budget que va
présenter le gouvernement. Ça, c'est quelque chose qui préoccupe énormément aujourd'hui le monde du travail et qui appelle donc cette réaction qui va débuter le 10 septembre, qui en effet, d'ailleurs le 10 septembre, je crois que c'était souligné dans vos précédentes interventions, est un appel qui n'est pas né d'ailleurs d'organisations syndicales ou politiques, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est quelque chose qui illustre à quel point aujourd'hui la colère elle est présente, où il n'y a même pas besoin parfois d'appel syndical pour que naissent des mobilisations. Et évidemment, nous en tant que militants ouvriers, notre rôle c'est d'être aux côtés de ces mobilisations, c'est de les soutenir, sans les récupérer, mais d'en prendre part, de les soutenir et d'essayer de les mener avec tous ceux qui veulent se mener cette lutte-là, en les menant jusqu'au bout des possibilités, le plus loin que possible, c'est-à-dire jusqu'à la victoire et la satisfaction de nos revendications. On verra ça bien éventuellement ce 10 septembre prochain. Merci Axel Persson d'avoir été l'invité de BFM Week-end. La gauche également très mobilisée aujourd'hui. Il n'y a pas que le Rassemblement national, bien évidemment tous les partis politiques convaincus de la chute du gouvernement le 8 septembre. Les socialistes, ils planchent sur l'après-Bayrou. On va en reparler dans un instant avec vous, Anthony Lebos. Mais c'est Nicolas Dumas qui est sur place du côté de Blois avec un contre-budget, des efforts à faire, nous dit le PS, mais qui serait davantage proche de 20 à 22 milliards plutôt que les 44 estimés par le Premier ministre, Nicolas, c'est ça, hein ? Oui, un effort de 21 milliards d'euros pour arriver à un déficit de 2,8% en 2032 et des nouvelles recettes à hauteur de 26,9 milliards d'euros. Voilà l'autre chemin présenté par les parlementaires socialistes ici à Blois. Et parmi les propositions avancées, il y a une baisse de la CSG sur les plus faibles salaires, la suspension de la réforme des retraites et des négociations pour un retour à l'âge légal à 62 ans, la mise à contribution des hauts patrimoines avec l'instauration de la taxe Zuckman qui pourrait rapporter 15 milliards d'euros selon le chiffrage du Parti socialiste, avec pour objectif, bien sûr, de préserver les classes populaires et moyennes. Merci à vous, Nicolas Dumas, du côté de Blois. Moi, j'ai une question et je vais vous la poser à tous les deux, Maurice Safran et Anthony Lebos. 120 milliards sur 5 ans, 20 à 22 milliards, c'est pas peu concernant... alors, bien évidemment, on a posé cette question à des économistes, mais c'est pas peu concernant l'urgence dont nous a fait part la François Bayrou cette semaine. Il y a toute une bataille sur l'étalement, sur combien d'années, les 150 milliards d'économies qu'il faut faire. Oui, il y en a qui disent 120 sur 5 ans, 150 sur 5 ans. François Bayrou d'avoir mis la barre pour la première année aussi haut, à 40 et quelques, alors qu'il aurait pu. Mais c'est un jeu de dupes. Les socialistes, Olivier Faure, font savoir depuis quelques heures maintenant qu'ils sont disponibles pour Matignon. Il n'y a aucune espèce de chance que ça se passe comme ça. Oui, arithmétiquement, c'est pas possible. D'une part, parce que le président Macron n'a absolument pas l'intention, c'est le seul point sur lequel il reste d'une stabilité totalement stable, c'est la politique économique. Et puis jamais LFI n'acceptera et jamais le Rassemblement national n'acceptera. Donc jusqu'au 8, on est dans un vrai jeu de dupes. François Bayrou sait qu'il a perdu depuis très longtemps. François Bayrou sait qu'il va partir et Olivier Faure sait qu'un socialiste ne sera pas nommé Premier ministre. Donc on est dans un jeu de dupes. Et c'est assez intéressant d'ailleurs au fond, se rappeler aussi ce que dit François Bayrou. Ouais. Il dit que ce vote de confiance n'est pas un vote de confiance, c'est un vote sur le constat, sur l'urgence. Mais ils ne sont même pas d'accord sur le constat, en l'occurrence, puisqu'on l'a entendu avec Nicolas. Ils ne proposent pas le même effort. François Bayrou propose un effort de 44 milliards. Le Parti socialiste propose un effort de 21,7 milliards d'euros d'effort total. Donc à un moment donné, le sort est scellé. Et ceux qui pensent que François Bayrou sera encore Premier ministre le 9 septembre prochain se trompe. 21,7. J'adore votre sens de la précision, Anthony Lebos. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans la prochaine demi-heure. Jordan Bardella qui sera d'ailleurs, et ça c'est l'un des événements, c'est sur BFM TV cet après-midi, plutôt en fin de journée, rendez-vous interrogé par Marie Chantré, chef du service politique. Ce sera à 19h. Et puis autre événement, à 10 jours du vote de confiance qu'il a convoqué à l'Assemblée nationale, on en a parlé, le Premier ministre François Bayrou, lui, sera interrogé à Matignon demain par Marc Fauvel. Ce sera là à suivre. Notez-le bien, à 18h. L'actualité internationale de ces dernières heures marquée par de nouveaux bombardements en Ukraine. C'est pour ça que vous êtes là, Général Pellistrandi. On va en parler dans un instant, mais prenons tout de suite la direction de Kiev, où vous trouvez Pierre Barbin. Après une vague de bombardements intenses cette semaine sur la capitale, c'est le sud-est du pays et c'est Zaporijjia qui a été particulièrement frappé, avec toujours beaucoup de drones, Pierre, et beaucoup de missiles.
Oui, précisément 582 drones et missiles qui ont visé l'Ukraine la nuit dernière. Il faut toujours l'expliquer, le préciser. La grande majorité, 548 précisément, a été détruit par la défense antiaérienne. Plusieurs villes visées, donc notamment Kiev, mais plutôt épargnées justement grâce au travail de la défense antiaérienne. Mais la majorité, la très grande majorité des dégâts se trouve donc à l'est du pays, dans les villes de Dnipro, Pavlorad ou encore Zaporizhia. Dans cette dernière localité, justement, au moins une personne est morte et 22 autres ont été blessés selon un dernier bilan officiel qui peut donc encore changer. Cela fait suite à ces frappes que l'on a connues dans la semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi précisément, qui ont été particulièrement meurtrières cette fois à Kiev, puisque 23 personnes ont été tuées, notamment dans un immeuble à quelques kilomètres du centre-ville. 4 enfants, le plus jeune n'avait que 3 ans. On voit et on sait que malgré le contexte diplomatique que l'on connaît, la guerre continue sur le terrain et dans les airs. Il y avait d'ailleurs, il y a encore quelques minutes, une menace sur tout le pays, une alerte sur tout le pays, parce qu'il y avait justement une menace avec des frappes balistiques, des missiles, des frappes de missiles balistiques. L'alerte a été levée depuis. On sait aussi qu'en parallèle, sur le terrain à proximité de la ligne de front, et c'est Volodymyr Zelensky qui l'a annoncé hier face à la presse, près de 100 000 soldats russes seraient situés dans la zone de Pokrovsk, une ville qui comptait avant 60 000 habitants, qui est aujourd'hui déserte justement parce que les Russes se rapprochent de cette localité. Le président ukrainien qui a dit que c'était la situation la plus préoccupante actuellement en Ukraine, parce qu'il dit, il craint, il redoute des nouvelles actions offensives de la part de la Russie sur le front ukrainien. Pierre Barbin en direct de Kiev avec Fantine Denzer. Merci à tous les deux. Général Pellistrandi, l'échéance de Donald Trump qu'il avait fixée à Vladimir Poutine au moment de ce sommet de l'Alaska, elle arrive quasiment à son terme là. Et ce qui fait réagir le président Emmanuel Macron, qui dit un peu, si je résume un peu grossièrement, on va en référer au président Donald Trump. Que peut faire Donald Trump, étant donné la situation et sur le terrain et justement ces bombardements qui n'en finissent pas. Il y a eu Kiev avec ses 600 drones et missiles et ça recommence aujourd'hui avec quasiment la même intensité. Oui, avec heureusement beaucoup moins de victimes. Mais bien évidemment. On voit bien, vous l'avez dit, au nombre de drones et de missiles qui ont été tirés, que Moscou n'est pas du tout dans une logique de désescalade, bien au contraire. Maintenant, on attend la réaction de Washington et c'est absolument sidérant. Lors des frappes cette semaine sur la ville de Kiev, la porte-parole de la Maison-Blanche a en quelque sorte mis sur un pied d'égalité en disant oui, bon, les Russes ils bombardent, mais les Ukrainiens ils bombardent les raffineries russes, c'est pas bien. Bon, donc on est dans une impasse stratégique majeure. Comment la Maison-Blanche va-t-elle réagir? Alors bien sûr, les Européens ont réaffirmé qu'ils maintiendraient la pression sur Moscou, mais on voit bien que Vladimir Poutine n'est pas du tout dans une logique de négociation. Lui, il est dans une logique de capitulation. Et donc pour le moment, il faut punir au maximum les Ukrainiens, et c'est ce qu'il fait en bombardant toutes les nuits. Et je rappelle, ça c'est aussi dramatique, c'est que la rentrée scolaire pour les Ukrainiens, c'est aussi la semaine prochaine. Exactement, vous faites bien de le rappeler. Merci infiniment, Général Pellistrandi. On se retrouve dans les prochaines demi-heures, bien évidemment. Tout de suite, c'est la météo avec Éléonore Boucarin. Éléonore, si on résume, on se dit que ce samedi, c'est une journée de transition, c'est ça ? En effet, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va déjà pointer le bout de son nez vers la pointe bretonne, vous voyez, elle arrive par l'ouest du pays. On va la retrouver donc cet après-midi du côté du Finistère avec de la pluie et pas mal de vent également. Ces rafales de vent de sud-sud-ouest, c'est plus calme sur l'est du pays. Encore quelques averses résiduelles du côté du Jura ou des Vosges. Un temps bien ensoleillé mais du vent autour de la Méditerranée. Des températures 2 degrés en dessous des normales de saison avec 22 à Paris jusqu'à 28 autour du golfe du Lion. Et pour demain, nous allons retrouver cette perturbation sur cette axe qui va de l'Aquitaine jusqu'aux Ardennes. Quelques pluies en matinée, un coup de tonnerre pour les côtes charentaises, du soleil pour le sud-est du pays. Dans l'après-midi, eh bien, elle va s'enfoncer un petit peu, se décaler très légèrement et elle va surtout s'intensifier, devenir plus instable. Un ciel de traîne à l'arrière, toujours un temps plus ensoleillé du côté du sud-est du territoire, côté Mercure au lever du jour. Ça grimpe un petit peu à Paris, 17 degrés, on avait seulement 12 pour ce matin. Du côté des températures pour l'après-midi, eh bien, on va retrouver 21 degrés à Paris, 30 à Marseille, 32 à Perpignan.
12h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 15h. Voici le programme de votre prochaine demi-heure. Avec à 8 jours du fameux vote de confiance à l'Assemblée nationale, initié par François Bayrou, la rentrée politique qui bat son plein depuis la foire agricole de Châlons en Champagne. Jordan Bardella érige le RN comme gage de stabilité. Il tape aussi sur ses accords de second tour aux dernières législatives, dit-il, qui ont créé cette instabilité ambiante. Le PS, lui, se prépare pour l'après-Bayrou depuis Blois et annonce son contre-budget. Cette question, que s'est-il passé au petit matin à Évreux dans l'Eure? Une altercation aux abords d'un bar du centre-ville a fait un mort et 5 blessés. Nous serons sur place dans un instant. Les explications très complètes également de notre service police-justice dans quelques minutes. Et puis la soupe à la grimace pour Donald Trump. On l'a appris la nuit dernière. Une cour d'appel fédérale a confirmé un précédent jugement retoquant les droits de douane dits réciproques imposés par les États-Unis. Les taxes restent en vigueur au moins jusqu'à la mi-octobre. Le président américain, furieux, saisit la Cour suprême. C'est le rendez-vous incontournable de ce week-end, la foire de Châlons en Champagne, avec notamment ce deuxième rendez-vous agricole du pays. François Bayrou l'a inauguré hier et c'est Jordan Bardella qui a fait sa rentrée politique ce matin. Sophie Dupont, on vous retrouve sur place. On se dit quoi, si je résume un peu, qu'il est prêt à y aller à Matignon, Jordan Bardella ? En tout cas, Jordan Bardella, il bénéficie pour l'instant d'un accueil très favorable ici parce qu'il y a beaucoup de militants qui sont venus avec leurs livres et qui réclament des séances de dédicaces et de selfies. Jordan Bardella qui déambule dans les allées depuis 1h30 pour sa traditionnelle rentrée ici, donc à la foire de Châlons, 4e année consécutive. Et en effet, il a été question de dissolution dès sa sortie de véhicule parce que même si le vote du 8 septembre n'est pas encore intervenu, eh bien Jordan Bardella, il se projette déjà dans l'après et il met la pression sur le chef de l'État. Il appelle une nouvelle fois à une dissolution Emmanuel Macron. Je vous propose de l'écouter. C'était juste à son arrivée à la foire de Châlons. Moi, je suis venu dire aujourd'hui à nos compatriotes que la stabilité des institutions, la stabilité du pays est possible. Mais qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir sont des facteurs d'instabilité, tant les politiques qu'ils mènent et les choix qu'ils ont faits sont contestés par les Français. Et il est évident que dans la situation actuelle, je ne vois aucune autre solution que de se tourner vers les Français. On ne peut pas tenir 2 ans comme cela. Et alors qu'Emmanuel Macron a pour l'instant semblé exclure l'hypothèse d'une nouvelle dissolution, Jordan Bardella répond ne pas le vouloir, ne veut pas dire qu'il ne sera pas contraint. Le RN qui veut se montrer préparé, il y aura une réunion qui va être convoquée lundi après-midi au siège du parti pour tenter de se préparer à des éventuelles élections législatives, comme avec le plan Matignon en 2024, même s'il avait révélé quelques échecs ce plan Matignon. Le RN qui espère que dans cette hypothèse, en cas de législative anticipée, Marine Le Pen pourrait quand même être candidate. Jordan Bardella a été interrogé pendant cette déambulation par les journalistes à la question de savoir si lui serait candidat. Il répond que la question n'est pas encore tranchée, que pour l'instant il reste président du groupe au Parlement européen. Merci Sophie Dupont avec Léanique Guiriac. Elle nous en parlait, Sophie, de ce RN mobilisé. Maurice, il a un discours extrêmement calibré un peu partout sur le monde de l'entreprise, notamment à l'Assemblée nationale. Je voyais qu'il y avait cet été un groupe de 123 députés qui avait usé de son droit de tirage pour créer une commission d'enquête visant à établir les freins à la réindustrialisation de la France. Et Jordan Bardella, bien évidemment, s'est exprimé devant le MEDEF. Il n'y a pas eu que lui, mais il a eu un discours extrêmement calibré avec notamment des propositions. Il ne cesse de marteler, nous, on a des propositions à faire. Ça pourrait même aller plus loin. Est-ce que vous vous dites que cette communication est habile ? Ou il se trompe là, Jordan Bardella? Non, il ne se trompe pas. Il sait que dans les milieux patronaux, dans certains milieux patronaux, il y a certes un rapprochement avec le Rassemblement national, mais les patrons s'interrogent sur quelle est la vraie ligne économique du Rassemblement national. Est-ce que c'est celle de Marine Le Pen, il y a encore quelques années, sur la question sociale assez proche de la gauche et même parfois proche de la France insoumise, ou est-ce que c'est la ligne Jordan Bardella plutôt libérale, ou qui semble exprimer une ligne plutôt libérale? Il n'y a pas encore de choix clair du côté du Rassemblement national. Ce qui est frappant chez Jordan Bardella aujourd'hui, c'est qu'ils répètent qu'ils sont prêts pour les législatives et qu'ils pensent gagner cette fois les élections législatives. Donc ils poussent au maximum pour des solutions, quitte à ce que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter. On a l'impression que depuis quelques jours, il y a sans doute des sondages qui vont dans ce sens-là, qu'on n'a pas encore eu. Depuis quelques jours, Jordan Bardella et Marine Le Pen pensent que cette fois, la majorité absolue au deuxième tour, elle est atteignable. À cause des divisions
de la gauche et à cause des très mauvais chiffres du bloc central. Donc là, il se passe effectivement un petit mouvement politique qui peut être important. Et Maurice, qu'est-ce que vous dites en cas de dissolution? Donc si le RN arrive en tête, si majorité absolue, si Emmanuel Macron nomme un Premier ministre issu du RN, qui ira selon vous? C'est Jordan Bardella ou Marine Le Pen? Alors ça, parce que le calendrier aussi législatif de l'an prochain. Si on se remémore tout ce qui s'est dit, ce qui créerait un chaos aussi dans le pays peut-être. Cette fameuse matinée où on a appris l'inéligibilité de Marine Le Pen, elle a toujours dit qu'elle n'était candidate qu'à la présidence de la République. Est-ce qu'elle a changé d'avis depuis? On n'en sait rien pour l'instant. On va partir, je vous donne la parole dans un instant, Anthony Lebos, sur un marché d'Île-de-France, retrouver Igor Saeri. On se dit qu'il faut profiter de ce dernier week-end, car dans 8 jours, il y a cette fameuse échéance, ce fameux vote de confiance à l'Assemblée nationale. Igor, vous les sondez, ces Français, depuis ce matin. Est-ce qu'ils ont envie de se mobiliser? Il y a plusieurs échéances, on les a vues il y a quelques minutes avec Julien Migaud-Muller. Que vous disent-ils ce matin, à quelques jours de la rentrée et à 8 jours de ce fameux vote de confiance? Écoutez, en tout cas, les marchés en Île-de-France sont souvent un bon thermomètre de l'humeur de la population française. Et en réalité, avec Clément Mouffetard, nous avons rencontré différentes catégories de personnes, différentes opinions. La première, c'est ceux qui sont plutôt portés vers la rentrée scolaire lundi et pas du tout préoccupés par cette actualité politique et sociale, voire même usés, fatigués par cette instabilité politique chronique en France et qui préfèrent un peu éluder tout ce qui va se passer à la rentrée dans la rue. Il y a ceux aussi qui ne croient pas trop en un nouveau soulèvement type gilet jaune parce que tout simplement ça ne paraît pas crédible à leurs yeux que tout cela se soulève sur un temps très long. Et puis il y a évidemment les mécontents. Ils sont bien là. Eux seront parfois dans la rue ou en tout cas soutiennent ce mouvement d'humeur et notamment ces économies que François Bayrou cherche auprès des Français parce qu'il considère que c'est toujours aux mêmes qu'on demande. Écoutez quelques-unes de ces réactions au micro de Clément Mouffetard. Il a aucune majorité. Le peuple est contre lui, il supprime des jours fériés, il gèle les retraites. Le 18, oui. Une grève générale, oui. Oui, je suis pour. Il faut travailler, se battre, mais plus on travaille, plus on paye, plus on paye, plus on paye. L'électricité, que ça va pas, les carburants, ça va pas. Même les gens, on le voit, les gens sont blasés. Sur les marchés, il n'y a plus autant de monde qu'il y a eu il y a quelques années. Vous le voyez, ces réactions, sentiment de colère, sentiment d'injustice. Et pour eux, clairement, François Bayrou doit tomber le 8 septembre prochain. Réponse évidemment sur BFM TV et dans l'actualité. Mais surtout, ces gens comptent bien se mobiliser d'une manière ou d'une autre pour protester contre ces choix politiques du gouvernement. Grand merci à vous, Igor Saeri, en direct de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines avec Clément Mouffetard. Anthony Lebos, la première personne interrogée par Igor Saeri. Michel, voilà, exactement. Elle a tout résumé. Il a tout résumé, Michel. C'est-à-dire que François Bayrou, depuis qu'il a fait ses différents rendez-vous médiatiques, notamment ce journal de TF1 aussi, veut jouer sur cette adhésion populaire. Visiblement, ça marche pas là.